Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, les Antilles qui flaquent, il y a un drapeau byzantin, regarde. Voilà, imagine quand même historienne de l'époque byzantine. Aussi du monde orthodoxe. Mais c'est quand même conditionnel, on est là pour manifester pas contre l'OTAN. Oui. Alors, le monde orthodoxe est particulièrement visé par l'agressivité des mondialistes, les mêmes qui prétendent aujourd'hui défendre l'inviolabilité des frontières. Ce sont les mêmes qui, en 1999, ont détaché de la Serbie la province du Kosovo pour en faire l'État islamo-mafieux que nous connaissons. Donc là, dans ces cas-là, ils n'avaient pas du tout respecté l'inviolabilité des frontières. On est là pour... Vous parlez de l'Ukraine, là. Pardon ? Vous parlez de l'Ukraine, là. Non, je dis qu'il y a les mêmes qui aujourd'hui prétendent défendre l'inviolabilité des frontières, par exemple de l'Ukraine, n'ont pas hésité à violer l'intégrité des frontières de la Serbie en 1999 pour en détacher la province du Kosovo et en faire l'État islamo-mafieux que nous connaissons. Alors on est là pour dénoncer cette hypocrisie et pour nous opposer à cette guerre catastrophique, avant tout pour les nations européennes. Et vous êtes d'origine serbe? Non, moi je suis d'origine grecque. Grec. Et là, vous dénoncez l'hypocrisie. Ils le font eux, mais ils dénoncent chez les autres. Eh ben, écoutez, il y a un deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Et ils font semblant de défendre les frontières de certains États. Alors que dans d'autres cas, en fait, oui, quand ça les arrange. Dans d'autres cas, en fait, ils n'ont pas hésité à violer l'intégrité territoriale d'autres États comme la Serbie et détacher des provinces entières pour en faire de petits États croupions. Mais ça, c'est ce que vous pouvez aussi dire aux journalistes. Tout à l'heure, il y avait des journalistes qui précisaient, mais c'est Poutine qui a envahi l'Ukraine. Et donc, quelque part, on ne va pas dire que Poutine est un gentil. Et ça, moi, je ne sais pas si vous avez la question. Non. Normalement, je ne parlais pas des journalistes systémiques parce que de toute manière, ça n'a aucun sens. Oui. C'est des gens qui, de toute manière, détourneront toujours vos propos. Ils chercheront à les déformer. Donc, il n'y a aucune bonne foi dans leur démarche. C'est ça parce qu'il y avait un type qui était là et après, il y a des gens qui voulaient échanger. Ils savaient très bien que ça pouvait être découpé, mais au-delà de l'enregistrement, c'est pour échanger en direct. Que ça soit clair. Et la question n'est pas d'être pour ou contre Poutine. Et Poutine, c'est le chef de la Russie. Oui. Alors, c'est de bien comprendre ce qui est en jeu. Oui. Donc, et là, en ce moment, il y a une agressivité de l'Occident, d'un Occident décadent qui n'a pas les moyens de son bellicisme. Oui. Et je crains que ce soit le peuple qui feront les frais de cette histoire. De toute manière, ceux qui ont fait la guerre, que ce soit en Serbie, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit même indirectement, voire par moments directement en Syrie et dans le Proche-Orient, sont très très mal placés pour nous faire la leçon, sont très mal placés pour prétendre défendre l'intégrité de quelque État que ce soit. Ils sont vraiment mal placés pour nous donner des leçons de démocratie et de liberté. On en a assez de l'hypocrisie et on est là pour la dénoncer. Nous, on ne marche pas face à cette tromperie. D'accord ? On préfère marcher contre la guerre plutôt que dans le mensonge. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Basile. Basile? Oui. Là, quelque part dans ce que vous me dites, les cartes sont dans les mains, quelque part, les cartes sont dans les mains plutôt de Poutine, puisque vous dites que les peuples en Occident peuvent en souffrir. C'est-à-dire qu'en fait, si lui prend une décision, parce que là, il réagit pas forcément, il y a une escalade dans l'Occident par rapport à la Russie. Oui, en effet. Là, il a lancé un Oreshnik, il n'a pas lancé grand-chose, il a montré sa puissance. Je pense en fait que c'était un avertissement. Oui. Parce que le problème, c'est que les élites occidentales sont complètement détachées de la réalité. Vous avez des élites libérales, progressistes, qui sont dans un bellicisme délirant, dont ils n'ont pas les moyens. Ça, il faut quand même le rappeler. Hein. Et ils n'ont pas les moyens de leur bellicisme. Et si vous voulez, il y a une sorte d'hystérie incroyable bellicistes venant des nations qui n'ont
franchement pas une grande expérience des guerres pendant le siècle dernier. Là, je vois les pays scandinaves, j'apprends qu'il y a les Pays-Bas qui projettent d'envoyer des troupes en Ukraine. C'est du délire. Ils sont dans un délire idéologique. Vous savez, ils ont tout le comportement des gens extrêmement sectaires. Et cette croyance dans la toute-puissance des armes, elle est en quelque sorte contrebalancée par une absence du sens de l'histoire et d'une culture historique ou même militaire. C'est des gens qui sont irresponsables. Ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qu'est une guerre. Vous pensez, vous, qu'ils sont irresponsables? Est-ce que ce ne sont pas les gens qui sont dans une stratégie pour faire peur aux peuples occidentaux, pour récupérer leur épargne? Mais bien sûr, ils misent sur la peur pour faire avancer le projet fédéraliste dans le but de supprimer complètement et définitivement les souverainetés nationales. Avec les souverainetés nationales, et bien derrière, ils suppriment aussi le principe démocratique lui-même, parce que sans souveraineté nationale, on ne voit pas dans quel cadre ce principe démocratique pourrait être appliqué. Vous voyez, et puis après, je pense que c'est dont ils rêvent, c'est une Europe gouvernée par des élites technocratiques mondialistes, et puis des simulacres d'élections avec des candidatures officielles et contrôlées par ces mêmes élites, où le pouvoir politique, dans ces cas-là, ne sera qu'une façade. Façade pour servir les intérêts de ces oligarchies. Le pouvoir en Occident est en train de passer entre les mains d'un petit nombre. On peut parler de banquiers, des gens qui ont de l'argent, qui veulent faire de l'argent. Pas que. Des gens qui s'installent pour du pouvoir, pour gérer des localités. Mais c'est vrai que le capital en Occident, aujourd'hui, il est plus financier et spéculatif, en fait, que productif et industriel. Donc, je pourrais dire oui, mais il n'y a pas que les banquiers. Et je pense que, quelque part derrière tous ces projets, il y a des enjeux qui dépassent la sphère financière et économique. C'est des gens qui pensent qu'ils peuvent peser sur l'histoire, qu'ils peuvent guider l'histoire dans un sens précis. Et il y a de la démesure dans leur démarche, il y a de l'hubris aussi. Donc, et vous savez, ils sont en train de mettre en place un engrenage des alliances, des courses armements. C'est, on dirait, on court vers la guerre. Ils sont en train de mettre en place tous les mécanismes en fait, et qui rendront probablement la guerre inévitable. Et d'ailleurs, ils projettent même d'intégrer dans l'architecture de défense européenne la Turquie d'Erdogan. Quand on prétend combattre les soi-disant autocraties en s'alliant ou en essayant de s'allier à un État comme la Turquie, un État qui n'a jamais renié son passé génocidaire, un État qui menace, voire qui occupe des pays européens, comme Chypre du Nord. Et quand on voit les mêmes européistes qui, sous prétexte de défendre l'Ukraine, sont prêts à s'allier avec Erdogan, qui ont invité Erdogan au sommet de Londres pour... vous voyez en fait l'hypocrisie... c'est récent ça. Oui, bien sûr, c'est récent. C'est cette année. Quand on prétend s'opposer à Poutine et qu'on invite un sommet pour défendre l'Ukraine, on invite la Turquie. Pour vous, tout est dit là dans cette invitation, on voit les choses. Quoi. Là, on voit encore une fois cette hypocrisie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit à quel point, en fait, ces gens ne se soucient pas réellement de l'Ukraine, de la souveraineté ukrainienne et qui est plus anecdotique et réelle. Mais non, parce qu'a fait Poutine, en fait, l'opération spéciale, c'est important. Il freine, il arrête, il stoppe. Il dit les choses. Écoutez, il dit ce qu'il a fait, il a éclaté l'OTAN, on s'arrête là. Je ne suis pas dans la tête de Poutine. Je suis, en tant que, en tant que contemporain de cet événement, je suis en fait le cours de la guerre. J'essaie de comprendre d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et le problème, c'est que
l'OTAN n'a pas compris en fait. Ils ont traité Poutine un peu comme ils ont essayé de traiter Poutine comme ils avaient traité Saddam Hussein. Et c'est pas du tout la même chose, et surtout l'Occident, ou comme ils avaient traité Milosevic. Ah, mais ils savaient comment Poutine allait réagir quelque part. Il n'y a pas de naïf là dans l'histoire. Non, Poutine n'est pas non plus un grand sauveur, mais je pense qu'ils sont tellement déconnectés des réalités qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Alors, vous savez, il y avait des ministres français qui pensaient qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux. Voilà. Alors, on voit bien c'est un ministre de l'économie. Alors, ça montre à quel point ils étaient déconnectés de la réalité. Oui, alors, vous parlez des pions, des politiques, ceux qui passent sur les plateaux. Il faut du réalisme, il faut une réelle politique, il faut du réalisme dans les relations internationales. Il faut une politique d'équilibre. Donc, il faut chercher plus l'équilibre que l'expansion, la démesure, les leçons, les interventions, tout ça, vous savez, c'était l'Occident. Et ça dure depuis très 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 longtemps. Oui, les Français ont-ils la main? Est-ce qu'il faut aller poser un bulletin? Est-ce que ça fonctionne encore? Je ne sais pas si vous continuez à aller poser un bulletin, d'aller voter, comme on dit. Écoutez, je pense ça peut jouer, oui, ça peut contribuer à constituer une certaine opposition à toutes ces démarches. Mais il y a aussi l'action sur le terrain, il y a les manifestations, il y a l'information. Et puis voilà, les élections aussi jouent un rôle important, mais il faut aussi en saisir les limites. Bien sûr. Donc, parce que vous savez, une action citoyenne qui se limite au vote ne sera jamais efficace. Alors, je pense l'Occident n'a pas compris en fait. Il était vraiment si vous voulez, dans une vision tout à fait idéologique des relations internationales, et c'est qui a fini par provoquer une guerre. Et la grande victime de cette guerre, c'était bien certainement l'Ukraine, qui s'est retrouvée tiraillée entre la Russie et l'Occident. Le régime de Kiev a été poussé par l'Occident à faire la guerre. Il a sacrifié la fleur de la jeunesse ukrainienne, de l'armée ukrainienne, et finalement, ils ont perdu une grande partie de leur territoire, enfin des territoires qui n'étaient pas tout à fait, qui étaient quand même assez attachés à la Russie, parce que vous savez, l'Ukraine, c'est un État qui est très très spécial. Je rappelle quand même que Ukraine, ça veut dire Ukraina, signifie la limite, la frontière. Un pays qui s'appelle frontière, ça veut dire en fait qu'il est quelque part en fait sur la fissure, situé sur la fissure entre deux plaques tectoniques et civilisationnelles. Donc l'Ukraine est un pays quand même qui est assez diversifié. Alors, ils ont perdu les territoires de l'Est, ils ont perdu la Crimée, et l'économie du pays est dévastée. Le pays a subi une saignée démographique avec une immigration, comment dire en fait, et la fuite des réfugiés, des vrais pour le coup. Et du coup, voilà, écoutez, ce qui en sortira, c'est un pays dévasté. Ouais, puis ça peut prendre du temps encore. On parle de la guerre, on pense que ça va se terminer cette année, mais ça peut s'étaler tout ça. Cette tension, avant même d'une guerre, il y en a qui pensent à une troisième guerre. Si je pouvais, écoutez, je pourrais, il me semble que la Russie ne s'arrêtera pas facilement. Oui. Avant d'avoir conquis en fait toute la rive nord de la mer Noire, parce que je pense que c'est l'objectif. Comme ça, elle fera du reste de l'Ukraine un pays enclavé. Ouais, ils veulent verrouiller, ils veulent bien. Voilà. Ils veulent verrouiller tous les ports de la mer Noire. Ouais. Cette zone en fait qui prend zone importante. On écharpe en fait l'Ukraine du sud-est, pardon. Et puis en fait, tout ce qui restera de l'Ukraine, ce sera un pays dévasté, qui est l'Union européenne. Les Américains seront là pour le piller en fait ce qui peut encore l'être. Et puis l'Union européenne pour financer une reconstruction très douteuse. Et je vous laisse deviner en fait qui va payer pour la reconstruction d'un pays
que l'Occident a contribué à faire dévaster. Vous voyez, je pense, et finalement, les grands résultats de cette histoire seraient été le resserrement des relations entre la Russie et la Chine. Et ça, pour l'Occident, en tout cas, c'est une très mauvaise chose. C'est une menace. Enfin, c'est une sorte d'hétérotélie, c'est-à-dire l'Occident intervient quelque part dans un espace en fait et qui échappe à sa sphère d'influence. Oui. Il piétine en fait sur le territoire, enfin sur la sphère d'influence d'une autre puissance, croyant par là renforcer, poursuivre son expansion et renforcer sa domination. Résultat, il perd la guerre et finalement, il consolide une alliance entre autres des puissances émergentes contre lui. Donc je ne pense pas que l'hégémonie occidentale en ressortira renforcée. Basile, dites-moi, vous êtes, je sais pas, vous faites quoi dans la vie? Vous vous occupez de la politique? Non, je ne fais pas de politique en fait, je suis chercheur en histoire. Chercheur en histoire? Oui. Ça m'intéresse ce que vous me dites, parce qu'en même temps vous me confirmez que ce sujet, vous y pensez régulièrement, vous analysez, vous faites des recherches. Je maîtrise bien les thématiques du monde orthodoxe et de ses relations avec l'Occident. Oui. Donc je pense qu'il faut beaucoup de réflexion et une hauteur de vue, une profondeur d'analyse, loin des visions binaires, par exemple, démocratie contre autocratie, le bien contre le mal. Ouais. Donc il faut vraiment réfléchir de manière dépassionnée pour comprendre finalement pourquoi toutes ces dérives et pourquoi tous ces échecs en fait à maintenir l'équilibre. Parce que la France, vous savez, le général de Gaulle avait voulu faire de la France une puissance d'équilibre. Voilà pourquoi il avait cherché à établir une entente avec l'URSS, voire avec la Chine maoïste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un homme dogmatique. On sait par exemple qu'il était anticommuniste. À l'intérieur, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des relations avec des pays communistes à l'extérieur. Donc il faut s'inspirer de cette démarche qui était à la fois d'une extraordinaire perspicacité, d'une grande profondeur et vraiment visionnaire. Je pense, voilà, la réponse est là. Donc au niveau des politologues, au niveau des soi-disant spécialistes, ils sous-estiment, ils ne comprennent pas forcément ce qui s'en vient à l'Est. Ils ne comprennent pas ce que font ces gens, quoi. Leur façon de fonctionner, leur histoire. C'est ce que vous me dites aussi. Oui, parce que la plupart des élites intellectuelles occidentales pensent et abordent ces sujets à travers un prisme idéologique. Oui, toujours. Toujours. Alors un prisme idéologique, et ce prisme idéologique fausse, déforme complètement la réalité. Ouais, pour eux, leur logique s'arrête à la limite de leur idéologie, donc ils ne peuvent pas continuer. Ils pensent que voilà, le système libéral, que ce soit sur le plan économique ou politique, est à étendre sur le reste de la... Voilà, et qu'il faut établir une interdépendance économique entre les États, ça normalisera les relations internationales et que finalement, on avancera vers une unification du monde, des cultures, etc., vers un monde complètement normalisé où tout sera régi par des lois internationales et par des relations économiques d'interdépendance. Oui. Ça ne marche pas comme ça. Le conflit est ancré dans les réalités et dans les mentalités humaines. Hélas, moi qui suis chrétien, je vois dans le conflit une des conséquences de la chute, vous voyez, le péché originel qui a créé une humanité faillible, pécheresse, et finalement où le conflit arrive de manière récurrente. Donc moi, je pense que cet utopisme libéral, progressiste est la cause première de toutes les dérives et de la démesure occidentale. Et finalement, c'est ce qui causera aussi la perte de l'Occident. Et ça, c'est irrémédiable. On est en train de chuter, quoi. Écoutez,
devrait pas jouer au prophète. Beaucoup parlent d'une chute de l'Occident, de toute façon, là on est en train de chuter. Alors il y a incontestablement un déclin de l'Occident historiquement. Il y a des grands penseurs qui en avaient parlé déjà il y a un siècle. Je pense à Oswald Spengler, par exemple, qui avait écrit un ouvrage monumental sur le déclin de l'Occident. Alors, il faut voir après quelles sont les formes en fait qu'a prise, que prend actuellement et que continuera à prendre ces déclins. Du coup, quoi qu'il en soit, malgré ces constats, je pense en fait que des forces vives, saines et raisonnables doivent se dresser et face à cette dérive belliciste, libérale, progressiste, lui barrer la route. On voit très bien que c'est toujours possible, même sur le plan électoral, et qu'il faut toujours garder les yeux ouverts, parce que la cause principale en fait du triomphe du mal, c'est toujours l'inefficacité des gens de bien, ou l'inaction des gens des bons. Oui. Donc il ne faut jamais perdre espoir. Et voilà, il faut crier la vérité, quoi que ça coûte. Merci Basile. Je vais filmer votre drapeau. Mais bien sûr. Et en fait, tout à l'heure on en a parlé, c'est orthodoxe. Alors, c'est le drapeau de l'Empire byzantin et plus précisément, c'est le drapeau de guerre de la dynastie des Paléologues qui était la dernière dynastie, celle qui a défendu en fait l'État Constantinople jusqu'au bout. Donc, ce drapeau, il est très aimé en Grèce. Par certains égards, il est aussi populaire en fait que le drapeau national. Oui. Et du coup, il y a plusieurs pays orthodoxes qui ont comme emblème l'aigle bicéphale. Je pense notamment à la Russie et à la Serbie, à Monténégro. Et voilà, écoutez, je l'ai brandi en fait parce que c'est un symbole du monde orthodoxe, oui, qui est particulièrement visé par les mondialistes. Oui, d'accord. Oui. Et ça ne date pas d'hier. Oui. Est-ce que quelque part les mondialistes veulent écraser toutes ces poches de résistance? C'est ça? Oui. Oui, parce qu'ils visent tout ce qui reste. L'esprit du monde orthodoxe, c'est la foi, oui, c'est l'enracinement dans la foi, et c'est tout à fait autre chose en fait que l'individualisme et le progressisme occidental. Je ne dis pas en fait que les pays orthodoxes sont des pays idéaux, que tout marche bien, etc. C'est juste en fait que on est différents. Oui. Et contrairement à ce qu'ils disent, les progressistes et les mondialistes n'aiment pas la différence, la vraie différence. Ça, ils n'aiment pas. Ça, ils n'aiment pas, c'est pourquoi d'ailleurs cette différence, ils la combattent. D'où cette haine viscérale, et je dirais par certains égards un peu atavique de la Russie, qu'ils voient comme quelque chose de tout à fait étranger, plus étranger même, par certains égards que le monde musulman, étrangement. Et ça explique aussi en fait les manques de compréhension de toutes les problématiques liées à la guerre actuelle. Ouais. Voilà. Merci Basile.